Alors c'est vrai que des chocs majeurs se sont succédés depuis maintenant 4 ans et pourtant, l'économie mondiale n'a pas flanché. Alors comment expliquer cette étonnante résistance aux tempêtes? Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. Certains, Cassandre, nous avaient prédit le pire, une récession, une explosion du chômage. On n'a rien eu de tout ça et pourtant les chocs ont été d'une rare violence, notamment ce choc énergétique. Oui. Alors, les gens continuent de s'inquiéter, de dire ça va pas bien. On a eu 3% de croissance à l'échelle mondiale l'an dernier, on aurait encore 3% cette année. C'est pas assez, c'est pas beaucoup, oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'à 3% de croissance, il y a davantage de pauvres et que c'est l'un des problèmes majeurs de cette planète. Mais ceci dit, quand on regarde ce qu'on s'est pris dans la figure depuis 4 ans, je trouve qu'avoir une croissance qui résiste à 3%, c'est même tout à fait impressionnant si on prend un petit peu de recul. On revient sur cette tempête, au-delà, encore une fois, du choc énergétique qui était d'une puissance inégalée. Alors, on a d'abord eu l'épidémie, alors là on a eu une baisse de la production, mais si on regarde, on a eu trois chocs qui, par le passé, ont suffi à créer, sinon une récession, mais du moins une panne de l'économie mondiale tout à fait majeure. Le premier, c'est effectivement le choc énergétique. On a des prix qui ont augmenté très fortement, du pétrole, mais aussi du gaz, avec aussi des ruptures d'approvisionnement. On a vu ça dans l'histoire par le passé. En 1973, on appelait ça des chocs pétroliers. Ça s'appelait un choc pétrolier, prix du pétrole multiplié par 4 en 3 mois. En partant de plus bas, quand même. En partant de plus bas. Mais il y a une ponction, quand on regarde la ponction sur les pays avancés, elle est dans les mêmes ordres de grandeur. Parce qu'un choc pétrolier, c'est une ponction. On prend des dizaines de milliards d'euros dans un pays comme la France, et au lieu de les distribuer aux entreprises et aux salariés et aux ménages, on les envoie à l'étranger parce qu'ils nous facturent leur pétrole et leur gaz. Consommateurs d'un côté, producteurs de pétrole de l'autre. Voilà, c'est vraiment ça, un choc pétrolier. Et donc l'ordre de grandeur en point de PIB, on n'est pas très loin de ce qui s'est passé dans les années 1970. Dans les années 1970, donc choc pétrolier fin de 73. À l'automne 74, tous les pays avancés on voit leur activité se replier et 75 est une année de récession généralisée. Là, qu'est-ce qu'on a eu cette fois-ci? Donc flambée des prix du pétrole qui s'amorce en 2021, complètement amplifiée en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la décision des pays occidentaux d'essayer de se passer de l'énergie russe. Qu'est-ce qui se passe? On a un ralentissement fort. Mais pas de récession. On a une récession dans un pays, l'Allemagne, qui est le plus dépendant du gaz russe. Voilà. Mais si on regarde l'ensemble des pays, on n'a pas de récession. On a une situation qui est beaucoup moins... Enfin, c'est pas le fruit du hasard non plus. Impactante. Non, c'est pas du fruit du hasard. Ça vient du fait que... Alors d'abord, il y a le fait que les États-Unis sont à peu près autosuffisants en énergie, ce qu'ils n'étaient pas en 1973, et c'est l'une des causes du choc de 73, c'est que les États-Unis n'étaient plus autonomes en énergie. Là, ils le sont, et donc vous avez la première puissance mondiale qui est peu affectée par la flambée des prix de l'énergie. Mais il y a aussi le fait que les pays ont décidé de prendre des mesures qu'ils n'avaient jamais prises il y a 50 ans, consistant à dire on va aider les ménages, on va aider les entreprises à amortir le choc, pas quoi qu'il en coûte, mais même pas très loin, avec là aussi des dizaines de milliards d'euros qui ont été dépensés pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, pour préserver... Et pour éviter la récession. Et donc éviter la récession. Éviter la récession. Et donc ça, on a su le faire. Voilà, donc ça c'est un des chocs. On a eu l'an dernier aussi ce choc, alors peut-être moins important parce qu'on l'a vu aux États-Unis avec la faillite des banques régionales, on a comme eu en Europe la faillite de Crédit Suisse. Là encore, c'était pas écrit d'avance qu'on n'ait pas une récession suite à ça. Oui, je rappelle que Crédit Suisse était l'une des 30 banques considérées comme une banque systémique à l'échelle de la planète. Et donc elle s'est effondrée. Les cours de bourse des banques européennes ont un petit peu faibli, mais ils ont tout de suite remonté. Rien à voir avec ce qui s'est passé avec la faillite de Lehman Brothers en 2008, qui n'était pas considérée comme une banque majeure. Voilà, donc on a une banque qui, dans l'image qu'on s'en faisait, était plus grosse que Lehman. Et
d'ailleurs, là encore, Et ce n'est pas le fruit du hasard que... Non, il y a eu des actions des pouvoirs publics. Donc, il y a eu un plan de découpage qui avait été prévu de longue date après la crise de 2008. On s'est dit, quand une grande banque s'effondre, il faut qu'on sache, qu'on voit à peu près, avant qu'elle explose, comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ça. Et donc, ce travail préparatoire de prévention qui se fait pour toutes les grandes banques, il a été tout à fait précieux. Il a permis aux autorités suisses de dire, on va d'organiser un sauvetage avec la banque UBS. Et puis aux États-Unis... ils sont très forts, les Américains, parce qu'ils ont fait un truc qu'ils n'avaient jamais fait avant, c'est la garantie des dépôts. Voilà, ils ont dit, les dépôts sont assurés jusqu'à 250 000 $. Non, maintenant, les dépôts sont assurés, quel que soit leur montant, auprès des banques qui ont eu des difficultés. Et ça a calmé tout de suite le jeu. Donc, face à une tempête financière qui aurait pu dégénérer, il y a eu tout de suite des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics pour cantonner le mouvement et qui ont été tout à fait efficaces. Après, il y a la remontée brutale des taux d'intérêt par les banques centrales. Historiquement, on sait que ça peut conduire à une crise dans les pays émergents. Il faudra expliquer pourquoi. Et là, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Pourquoi? La raison est simple, c'est que quand les pays avancés remontent leur taux d'intérêt, les investisseurs qui avaient cherché à placer des billes ailleurs les rapatrient. Les rapatrient massivement. Et donc, c'est ce qui s'était passé dans les années 1980. La Fed avait monté son taux d'intérêt jusqu'à 20% pour casser l'inflation. Et tous les investisseurs... L'inflation qui était à 20% aussi, ou pas loin. Elle n'était pas loin, elle était à 15. On avait des taux réels de 5 points. Enfin bon, passons. Et donc, les investisseurs qui avaient placé leur argent un peu partout pour protéger leur revenu de l'inflation qui galopait, ils avaient placé leur argent notamment en Amérique latine, au Mexique, au Brésil. L'argent est rapatrié. Etc. Et là, ça rapporte 20%, on rapporte l'argent brutalement. Sur le sol américain. Et donc, sur le sol américain. Et donc, tous les pays qui, en plus, avaient emprunté en dollars se trouvent dans des situations qui sont absolument dramatiques. Donc, ça s'est appelé, en Amérique latine, ça s'appelait la década perdida, la décennie perdue. Là, on n'a pas du tout ça. Alors, il y a toute une série de pays moins avancés qui ont eu des grosses difficultés de financement, et le FMI est intervenu dans des dizaines de pays, mais il n'y a pas eu de gros craquements, contrairement à ce qu'on avait eu dans les années 80, ou même, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, il y avait eu un mini crack obligataire aux États-Unis, les taux d'intérêt avaient brutalement remonté, et à ce moment-là, des capitaux étaient sortis d'un certain nombre de pays émergents et avaient provoqué des tensions. Là, on n'a rien eu de tel parce que ces pays, ceux qui pouvaient, ont accumulé les réserves, parce que le FMI aussi a été extrêmement vigilant. Donc, on a tout de même un choc pétrolier, un choc énergétique sans récession, on a une crise financière sans contagion, on a une flambée des taux d'intérêt sans nécessité de mettre les pays émergents sous perfusion. Ça fait tout de même un monde qui est très différent de celui qu'on a pu connaître depuis un demi-siècle. Oui, mais la différence, c'est l'intervention de la puissance publique. Oui, c'est ça, oui. Le nœud, il est là. C'est que la politique économique en temps de crise est un outil qui est absolument précieux, qu'il ne faut absolument pas négliger, qu'il ne faut pas hésiter à employer, quitte à ne pas appliquer les règles qu'on appliquait auparavant et qu'on avait définies. Et ça me paraît être une leçon tout à fait essentielle de ce qui s'est passé depuis 3 ans. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y aura peut-être, on ne le sait pas, des accidents financiers dans les années à venir, même si les hausses de taux d'intérêt, on a compris, des banques centrales sont derrière nous aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a 2 choses auxquelles il faut sur lesquelles il faut rester très vigilant. D'abord, c'est est-ce qu'on n'a pas eu un effet rouleau à pâtisserie, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas étalé les problèmes pour les repousser plus tard, et donc est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes qu'on aurait en fait provisoirement seulement modéré, ressurgir dans les mois, dans les années à venir. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut être vigilant. La deuxième chose, c'est que tout de même, il a fallu payer. Et donc ça se trouve dans des dettes publiques. On a la contrepartie de cette intervention de la sphère publique et de ces politiques économiques contracycliques, c'est
un surcroît de dette et à chaque nouvelle crise, on part avec un niveau de dette plus élevé. Voilà, on a un effet cliquet, on a une dette publique qui ne descend pas. C'est même impressionnant de voir un pays comme les États-Unis qui sont dans une économie qui est en plein boom avec un taux de chômage historiquement extraordinairement bas. Et des déficits aussi et élevés. qui continue d'avoir un déficit du PIB proche de 8%. Mais tant que le reste du monde finance son déficit... Oui, mais bon, tant que, voilà. Ouais. Donc il y a un tant que là qui devient de plus en plus... on se retourner. De plus sensible. Et puis il y a un dernier point tout de même, c'est que peut-être que en fait, ça marche mieux parce qu'on s'est mieux protégé, mais on sait que quand on se protège, on devient un peu moins réactif. On va moins vite. Et donc peut-être que la lente croissance qu'on annonce, qu'annoncent les grands organismes internationaux comme la Banque mondiale et le FMI, la Banque mondiale et le FMI nous disent les 5 prochaines années, on va avoir une croissance qui sera limitée dans le monde. Peut-être aussi que c'est la conséquence d'un monde où on est plus protégé. On a un arbitrage entre protection, sûreté et efficacité. On le voit à l'échelle des entreprises. Est-ce qu'il faut être très efficace en ayant des chaînes de production très sophistiquées, mais ces chaînes de production, elles peuvent casser quand on a une épidémie, quand on a une guerre. Voilà, donc il y a un arbitrage sécurité, efficacité. Et à l'échelle macroéconomique, il est vraisemblable qu'il y ait aussi un arbitrage du même genre. On refuse davantage les risques, mais il y a un prix à payer à refuser ce risque, qui est d'avoir des économies qui sont au fond moins performantes. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, c'est toujours passionnant, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.